Donc en fait, je recommence. Merci de votre présence, forcément. Les objectifs de cette intervention, ils sont multiples. Voilà, excusez-moi parce qu'il faut que j'admette les gens au fur et à mesure de leur arrivée. Donc la première chose, c'est de vous donner des informations qui nous semblent, nous, importantes. C'est de vous accompagner dans un moment qui reste délicat, celui de la sortie du pôle. On a invité sur cette réunion l'ensemble des deuxièmes années des deux pôles espoirs, donc d'Amiens et de Wattignies. Et puis forcément Théa, pour lequel la question d'une sortie prématurée est toujours envisagée. L'idée pour nous, c'est de vous accompagner, mais bien entendu, et là j'insisterai à la fin du document, c'est on ne prend aucune décision pour vous. C'est-à-dire que la stratégie qui est définie reste de ne pas positionner les jeunes sur tel ou tel centre de formation, comme ça peut se faire par endroit. Pourquoi le faire maintenant? Parce que ça commence à avancer dans la saison, je vais y revenir après, et il est nécessaire de pouvoir permettre aux jeunes filles et aux jeunes garçons de se propulser vers la suite. En fait, le moment, il est juste. Alors, on est un peu plus tard que les saisons passées. L'année dernière, j'en reparlerai après, on a commencé au mois de décembre. On a fait plusieurs constats. C'est qu'il y avait une multiplication exagérée des sorties. Il y avait des recrutements qui se faisaient de manière plus ou moins aléatoire, des projets fantaisistes, etc. Donc, on a vu cette année apporter des réponses à ces problématiques-là. Il y a également une volonté, puisque depuis un an, on travaille de concert les deux pôles espoirs de la région de Hauts-de-France ensemble. Il y a une volonté de mettre en place un calendrier qui soit harmonisé, respectueux des projets des jeunes gens dont on a la responsabilité. Et pour ne rien vous cacher, ce calendrier-là, on veut l'étendre à d'autres pôles espoirs. On aimerait pouvoir tous raisonner de la même manière en termes de recrutement des jeunes. Aujourd'hui, ce n'est qu'une démarche concertée et uniformisée sur les deux pôles espoirs des Hauts-de-France. Quand je parle de concertation, on en a beaucoup discuté avec beaucoup d'entraîneurs de centres de formation, de structures. C'est surtout une concertation aussi entre les différents cadres du secteur féminin sur les deux pôles, donc les cadres du secteur masculin aussi forcément, donc Benjamin et Johan. Forcément, Rémi Guissard également, qui a rejoint la troupe il y a quelques temps. C'est long, puisqu'il a fallu prendre des décisions qui sont parfois assez importantes, qui sont inhabituelles. Donc, ça explique aussi pourquoi on est en janvier fin mars. Ce que je vous propose là, ça aurait dû arriver normalement courant début février. On a un mois de retard. Je voulais, avant de commencer l'intervention des sorties de Pôle Espoir, vous faire des rappels sur les entrées Pôle Espoir. Ce sont des choses qui vous avaient été présentées à l'époque. Les Pôle Espoir répondent à une demande d'un projet de performance fédérale qui est validé par le sport. Il est sous convention avec les fédérations, dans la convention d'objectifs des fédérations. Nous avons pour objectif d'organiser la détection et la formation des joueurs potentiels de demain. Le PPF a prévu le maintien de 2 structures sur la région de France. Alors, le pôle a aussi, c'est un rappel, regrouper les meilleurs potentiels de la région. Et vous verrez pourquoi je vous remets ça là maintenant. Tout ça, il y a une vraie réflexion. Le pôle permet d'avoir une harmonie pour le temps scolaire, l'entraînement et la préparation, associer la qualité et la quantité d'entraînement, jouer en compétition dans un niveau intéressant, permettre aux potentiels nationaux de garder leur place dans les équipes de France jeunes. Vous avez dans ce temps de formation, donc tout ça je le passe, vous avez dit, normalement vous avez une sortie normale en fin d'année U15, à partie football, pour pouvoir intégrer prioritairement les pôles France, le pôle France situé à l'INSEE, ou sinon un centre de formation de club pro, une section sportive. Et là, il n'y a pas de hiérarchie. Un club qui est orienté clairement vers la formation du jeune joueur et pouvant évoluer au moins en 18 élite. Hop. Voilà. À l'époque, on vous a dit que ces PPF, ils ont pour objectif de nourrir les équipes de France. On est bien là. La recherche de haut niveau, c'est la nourriture des équipes de France.
Vous avez expliqué également que les meilleurs des clubs de Jeep Elite et joueront en pro ou deviendront pro. Pour d'autres, ça sera la Pro B, pour d'autres, ça sera la NM1. Et qu'au moment où on avait fait le contrôle, on n'était pas capable de dire. La même chose en filles, les meilleurs iront en lycée étranger et les autres descendront en différents étages. Là aussi, tout ça, je rappelle, la détection pour un point, elle s'est faite à partir de U12, donc les journées Daniel de Wèvre, etc. L'ensemble des actions qu'il y a eu. Intercomité dans le secteur plus. Et puis derrière, ce qui me semble moins hyper intéressant, vous verrez là aussi pourquoi la détection s'est poursuivie en U13. C'est-à-dire qu'à partir de U13, vous avez joué un tournoi sur le mois de décembre, janvier, en fonction du calendrier. Ce tournoi avait pour passer de 120 jeunes. Que derrière, vous avez été revu sur un camp qui a eu lieu au mois de février, qui a permis d'en sélectionner encore d'autres, pour pouvoir aller vers un camp intersecteur de zone, pour pouvoir redétecter d'autres, pouvoir aller jusqu'au zone, et enfin, avoir les tests d'entrée-pôle qui arrivent à la fin de tout ça, avec des propositions d'entrée-pôle qui sont au mois de mai. Là aussi, tout simplement pour argumenter la suite. On en a parlé à vos enfants quand on les a rencontrés, ceux d'Amiens n'ont pas pu être vus cette semaine. Il y a eu toute une période d'observation. C'est-à-dire que quand ils ont été observés pour l'école, il y a eu plusieurs mois d'observation des jeunes à travers des échanges de compétition. Il y a eu des contacts avec des entraîneurs, que ce soit les cadres fédéraux, que ce soit les entraîneurs, par exemple, de championnat. Et il y a eu zéro contact avec les jeunes. Le contact avec les jeunes, il est arrivé plus tard. Il est arrivé en partir, normalement, du camp intercomité de février, voire plus tard. Le contact avec les parents, c'est pareil. Bien entendu, bien plus tard, on a continué à les observer, on a continué, nous, à jouer avec l'ensemble des enfants. En U14, pour ceux qui sont rentrés sur la deuxième U14, on est resté sur la même chose. Donc, il y a eu des camps intercomités qui sont déroulés, il y a eu des regroupements de sélection, il y a eu un tournoi intersecteur U14 qui a eu lieu vers le mois de mars-avril. Et à la fin de ça, on a fait en même temps que les maintiens Paul, des propositions d'entrée Paul sur la deuxième. Tout ça pour dire, au final, l'intérêt de tout ça, c'est de simplement que même pour une entrée sur une deuxième année, il y a eu un temps d'observation, il y a eu un temps de contact avec les entraîneurs, puis un temps de contact avec les joueurs, puis un temps de contact avec les parents. Que ce soit le profil U13, U15, U13 ou 14, pardon, on est resté exactement sur les mêmes niveaux. Là aussi, pourquoi je vous remets sur la saison U15, je rappelle, il y a le processus de détection fédérale, le camp interzone qui se déroule, puis le camp national, qui en concerne plus que certains. À chaque fois, on perd des joueurs au fur et à mesure de la détection. Pour aller aux tests d'entrée INSEP qui se sont déroulés la semaine dernière, enfin les tests de France, je voulais rappeler qu'il y a un TIL qualificatif qui est au mois d'avril, même si aujourd'hui on est en grand questionnement par rapport à ça, on aura les réponses, ça ne sert à rien de s'alarmer maintenant, mais il est possible, il est possible, on verra avec le temps. Il y a des entrées INSEP qui sont communiquées entre agronomés. Et après, il y a une période d'entrée au centre de formation, puisqu'à partir du moment où l'INSEP donne sa réponse, derrière, il y a une espèce d'enchaînement qui fait que les gens se positionnent sur les différents projets. L'année U15, elle est aussi capitale, parce qu'à la fin de tout ça, il y a une équipe de France U15 qui pour les filles, ça dispute l'OFAGE et le tournoi de l'amitié. Pour les garçons, ça dispute juste le tournoi de l'amitié. Et la première échéance nationale. Tout le PPF, tout le parcours Paul, il a pour but cette échéance-là. Ce petit rappel et ces propos introductifs, un peu long, il rappelle quand même que ça fait 2 ans de travail au quotidien dans l'accompagnement de vos enfants, que ce travail pour nous, il est capital, qu'on attache beaucoup d'intérêt au développement de vos enfants et que les échéances qui figurent là maintenant, le TIL qualif, etc., restent quand même des échéances importantes qui lui permettent de continuer à passer des caps dans sa formation de joueur. On sait aussi traditionnellement qu'on observe sur la période de mars-avril,
ça va être un petit peu compliqué cette année pour d'autres raisons, une explosion. C'est un moment où les jeunes sont capables, à travers les périodes de compétition, de synthétiser tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année. Et il y a en règle générale un vrai pic de progression qui se dispute à ce moment-là. Là aussi, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que l'année dernière, on a eu des petits soucis sur lesquels on voulait absolument intervenir. La génération 91, les sorties de pôle, elles se négocient au mois d'avril. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a disputé le TIL 15, les centres de formation faisaient leur journée de détection et recrutaient à ce moment-là. C'est vrai aussi qu'à ce moment-là, le Pôle France recrutait plus tardivement. Les tests n'avaient pas lieu au mois de février, ils avaient lieu sur la même période avec des repêchages éventuels sur le TIL 15. Sur les 97, la réunion qu'on est en train de faire aujourd'hui, on l'a fait en février. Sur la génération 2004, donc celle de l'année dernière, la réunion, on l'a fait au mois de décembre. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que plus on avance la réunion pour permettre aux gens de lisser le travail sur des mois complets de pôle, au plus il y avait une multiplication des sorties pour aller vers faire des centres de formation, au plus un même centre de formation multipliait les essais et disait nous, on veut voir la joueuse plusieurs fois, 3, 4 fois, et tant qu'à faire des centres de formation, c'est lointain. Sauf que les jeunes, par peur de ne pas trouver de projet, pour répondre à l'ensemble des sollicitations ou par une méconnaissance du processus ou parfois par des ambitions démesurées, ont multiplié les sorties. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'à un moment, on n'arrive plus à être concentré sur les échéances du moment. Donc, par exemple, les tests d'entrée INSEP, parce qu'on est concentré sur autre chose. On n'est plus concentré sur le pic d'explosion, parce qu'en fait, on a des jeunes qui sortaient le mercredi, donc en fait partaient le mardi parce que c'était loin, faisaient toute une journée de détection ou des entraînements le mercredi très loin, et puis rentraient tard dans la nuit, et le jeudi était complètement vanné. Donc en fait, au moment où il y a le pic de progression, eh ben, on a des jeunes qui rentrent au pôle le lundi pour se faire remettre sur pied de leur compétition du week-end, puis partent faire des essais, puis reviennent pour être remis sur pied pour la compétition du week-end suivant. Et pendant ce temps-là, les cycles de travail au pôle espoir, ceux qui sont assez importants, eh ben, passent complètement à côté et ont des effets bénéfiques dans la progression du jeune joueur. Bien entendu, tout ça, c'est notre analyse à nous. Ça fait qu'on est plus concentré sur les échéances de TIL. Ça fait que derrière, on prend des risques par rapport à d'autres choses. Le constat de l'année dernière, c'est qu'en ouvrant au mois de décembre, les parents, les jeunes et nous, ça a accumulé beaucoup de fatigue. On a perdu beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour les parents à faire des déplacements à droite, à gauche sur des centres de formation dont certains ont eu des démarches qui étaient quand même plus que douteuses dans le recrutement. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit il faut qu'on intervienne et qu'on mette quelque chose de beaucoup plus cadrant. Bien entendu, moi, là, ce que je suis en train de faire, l'écho des cadres techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai bien dit, ça, c'est que du conseil. C'est-à-dire que après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais nous, là, on a posé des constats et on propose une démarche. La démarche, elle est très simple. C'est si je reprends sur les tests d'entrée, on fait de l'observation, du contact entraîneur, puis du contact. Pour rappel, des tests d'entrée au pôle, ça dure 3 jours, 2 à 3 jours. L'année dernière, en Picardie, 2, parce qu'on était passé de une journée à 2, et cette année, c'est 3 jours comme à Wattignies. Derrière, c'est des tests physiques, c'est des tests techniques, c'est des entretiens de motivation pour comprendre quel est le projet du jeune, est-ce qu'il est capable de s'investir dans ce projet. C'est des jeux de groupe pour pouvoir développer des attitudes et identifier des attitudes. C'est une étude du dossier scolaire, c'est une étude du projet scolaire, de son projet basket à proprement parler. Voilà ce qu'on fait pendant 3 jours. Le bilan de l'année dernière, c'est que certains centres de formation, à travers l'observation d'incise, à travers une journée de détection, ça c'est quand ça se passe bien, à travers d'une après-midi de détection, 2 heures d'entraînement, voire même le coup de fil à un ami, je n'ai pas pu m'empêcher cette petite blague, et vous m'en pardonnez, vous m'en excuserez, j'espère, mais à travers ça, on est capable de faire un choix qui engage un jeune pendant 3 ans de sa vie. On est capable de faire un choix à un jeune qui va derrière avoir des conséquences réelles sur son projet basket, certainement, et son projet de vie derrière. Donc, quand on a fait ces constats-là, encore une fois, on en revient à ce qu'on se disait et ce qu'on a dit à vos enfants quand on les a vus. On n'a pas travaillé 2 ans avec eux pour pouvoir avoir des choses de ce type-là. Donc, il nous a semblé nécessaire d'intervenir et d'être beaucoup plus cadrant, nous, dans notre discours. Les propos en termes
L'orientation maintenant, préparer la sortie du pôle espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme repère concret? C'est de reprendre les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est pour ça que je vous avais dit que ça va avoir une importance. Les objectifs du pôle, je pense qu'il faut garder les mêmes objectifs à la sortie. C'est-à-dire que si je reprenais, c'était de regrouper les meilleurs potentiels. Là, c'est de trouver une continuité à son projet en étant réaliste sur son niveau de pratique. Quand vous êtes rentré au pôle, il y avait cette notion de potentiel. On ne sait pas ce que ça peut donner. Là, 2 ans plus tard, il y a des gens qui font des tests au Pôle France. Ce n'est pas par hasard. Il y a des gens qui ne font pas ces tests d'entrée au Pôle France. Ce n'est pas non plus par hasard. Donc, à un moment, ça permet d'avoir ces 2 années pôle, d'avoir une espèce d'état des lieux de comment j'ai avancé pendant mes 2 ans ou pendant la simple année pôle, parce que certains sont entrés en 2e année. Mon objectif à la sortie du pôle, ça doit être de garder une harmonie pour le temps scolaire, l'entraînement et la récupération. Vos enfants sont encore dans une filière qui doit leur permettre de pratiquer le sport à haut niveau, d'en tirer beaucoup de bénéfices. Maintenant, aujourd'hui, les risques sont les mêmes, de pouvoir en vivre, ça reste compliqué. Donc, en plus au bac, on a la capacité en choisissant son projet de manière harmonieuse, de pouvoir consacrer du temps à ses études et de pouvoir obtenir un bac qui sera une porte d'entrée vers d'autres cieux. Avoir forcément de l'entraînement et de la récupération, puisque les deux sont indissociables. Il faut que l'emploi du temps le permette. Associer la qualité et la quantité d'entraînement, un projet sérieux sur l'entraînement, jouer dans un niveau de compétition intéressant et permettre aux potentiels nationaux de gagner ou de garder leur place en équipe de France jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai parlé d'équipe de France U15 qui aura lieu cet été, qui va disputer des échéances internationales. Il est courant d'avoir des joueurs pas sélectionnés sur ces équipes, mais qui sont revus par la suite et qui sont capables derrière de réintégrer un projet en U16, en U17, etc. Je vous rappelle, à titre informatif, par exemple, que Nando de Gaulle n'a pas fait les équipes de France U15, U16, etc. Il est arrivé dans le processus bien plus tard quand il est arrivé à maturation physique. C'est un exemple. Cette année, c'est un point qu'on a rajouté par rapport à l'année dernière qui nous semble important. Les objectifs à la sortie du pôle, ça va être d'intégrer un lycée qui, dans le cadre d'une réforme de l'éducation nationale qui est très impactante, permette d'assurer les choix d'enseignement de spécialité. Parce que derrière, si j'ai un projet particulier, il faut des enseignements de spécialité peut-être particuliers. Et il faut que le lycée qui vous accueille puisse vous permettre. Bonjour. Oui. Si vous avez décidé… J'ai obligé. Ah Ouais. Hier, j'ai fait ça en ambulance. Ah bah ouais. Et là, ça y est, c'est obligatoire. Il y a un attente. Donc, ça a été, il était sympa, l'ambulancier, il restait avec moi, donc je n'ai pas craigné. Je vous demandais juste un petit peu. On a mis des gants, on a mis le masque dans l'ambulance. C'est pas, on a l'impression, on a l'impression de tout. C'est bon, c'est passé. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû en placer. Hop, en muet, c'est plus simple. Alors, je reviens à intégrer un lycée, la réforme des lycées, qui va être impactante et sur laquelle il faut être vigilant. Donc, la procédure mise en place est étalée dans le temps. Nous, ce qu'on demande, là, je vous ai dit sur la réunion de ce matin, il y a des parents de jeunes polistes. Il y a également les centres de formation qui ont pris contact avec nous, qui nous entendent en même temps que vous et qui vont avoir exactement les mêmes informations. L'idée pour nous, elle est simple, elle est d'étaler la procédure de détection dans le temps, inspirée à travers nos pratiques, ce qu'on a fait. Les jeunes rentrent en pôle en U14 ou en U15. Ils sont dans le processus de sélection, quoi qu'il se passe. S'il y a une observation des échéances importantes, soit en direct, soit par la récupération vidéo, la récupération de vidéos, ça va être beaucoup plus simple. Le suivi des jeunes se fait sur 2 ans à travers les matchs de U15 élite également, qui sont les compétitions de référence sur lesquelles nous avons l'ensemble des joueurs polistes. Et enfin, l'entraînement des pôles. Ça veut dire qu'on a fait le choix d'ouvrir les portes du pôle à ces entraîneurs-là dans une optique de recrutement dès la première année. Mais par contre,
tout comme on l'avait fait avec les U13, on laisse le sportif se concentrer sur son année. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de laisser le jeune se concentrer sur ses échéances de l'année, sur ses entraînements, sur ses objectifs du moment. Bien entendu, les contacts sont possibles entre entraîneurs en disant bah voilà, moi j'aime bien celui-ci, je suis en train de faire le suivi de ce joueur-là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de bien, il pourrait correspondre typiquement à notre philosophie d'entraînement, etc., etc. C'est-à-dire que le contact se fait, comme nous on le fait sur la catégorie U13, avec les entraîneurs de club, avec les CTF, avec un ensemble. Ce n'est pas pour nous prendre le pouvoir sur le truc, c'est pour qu'on fasse ça et on laisse le jeune se concentrer, encore une fois. Bien entendu, ce contact, il est possible aussi avec les entraîneurs de sélection, puisqu'ils sont eux aussi concernés par ça. Ces échanges, ils ont pour but d'affiner les projets des jeunes. Le but, c'est que les centres de formation connaissent l'ensemble des jeunes et qu'ils soient déjà capables de pointer les jeunes qui pourraient correspondre à un projet de leur structure. À partir de janvier-février, on aurait un contact avec les parents. C'est-à-dire qu'il y aurait cette possibilité pour le centre de formation qui a observé un jeune pendant 1 an et demi, de rentrer en contact avec la famille et de manifester son intérêt pour un jeune, pour un ou plusieurs jeunes. Le club manifeste son intérêt, il peut présenter sa structure en disant voilà, nous quand on aura le feu vert du pôle, on vous rencontrera, on rencontrera votre enfant et on lui fera part de nos ambitions, on le testera, comme le pôle l'a fait, on le testera pour pouvoir voir comment il se comporte dans la séance d'entraînement. Donc ça veut dire que le contact joueur, il arrive plus tard, le contact direct. Le contact direct peut se faire par contre au moyen des entraînements du pôle, c'est-à-dire qu'on serait prêt à accepter que les gens viennent avec nous sur le pôle pour pouvoir les entraîner. Il se passe à travers des compétitions organisées par le pôle, c'est-à-dire que l'idée est de favoriser les échanges entre les clubs élite et les pôles dans la préparation des sélections. Mais c'est une prise de contact terrain. Ce qui est important, c'est que l'entraîneur puisse ressentir les capacités du jeune. Bien entendu, si le jeune appartient déjà à un club, il n'y a aucun problème pour lui de faire des passerelles en interne du club. C'est-à-dire que ça, on y est tout à fait favorable et on n'a pas attendu cette année pour l'être. Un jeune U15 qui se débrouille bien et qui peut aller s'entraîner avec les U18 du club, il n'y a aucun souci là-dessus et il faut y aller. Encore une fois, en janvier-février, on ne perturbe pas le jeune, on le laisse se concentrer sur sa sortie et sur l'instant présent, et on parlera de la sortie avec les parents parce qu'eux, ils sont concernés. Et eux, ils ne sont pas du tout émotionnellement impliqués à travers la sortie et les entraînements. Il n'y a pas de concurrence par rapport à ça. Le jeune, il est connu. Le club voit aussi les jeunes qui peuvent ne pas l'intéresser. Et ça, c'est important pour nous. Aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est que les centres de formation sont en mesure de se dire ces profils-là ne m'intéressent pas parce que j'en ai déjà chez moi. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez beaucoup d'arrières. Elles sont athlétiquement intéressantes, elles jouent bien en basket, mais chez moi, j'ai déjà suffisamment d'arrière et je n'ai pas de place pour elles. À partir du moment où en janvier-février, le club sait qu'il ne va pas prendre telle ou telle joueuse, c'est vachement plus facile pour tout le monde puisque quand elles vont vouloir postuler, elles sauront déjà que ce n'est pas la peine de miser leurs œufs sur ce panier-là. À un moment donné, le club n'est pas intéressé. On ouvre les portes du pôle au club. Bien entendu, il y a des clubs qui pourraient nous dire oui, mais nous, on est trop loin pour pouvoir y passer, donc c'est bien pour les clubs régionaux. Mais si le pôle il est trop loin pour qu'un entraîneur se déplace une fois, il se déplace sur les TIL, il se déplace sur ces choses-là, c'est qu'à mon avis, son centre de formation, il est trop loin pour que votre enfant y aille. Si un adulte responsable de structure ne peut pas faire un déplacement une fois, il ne peut pas nous demander, comme ça a été le cas l'année dernière, de faire 5 descentes dans son club pour pouvoir faire 5 demi-journées de détection. Si le club n'a pas le temps d'y passer, de la même manière, je suis désolé, je suis trop pris, c'est qu'il n'aura pas le temps d'accorder l'énergie suffisante à votre enfant, tel que nous, on a essayé de le faire pendant 2 ans. Alors, j'ai bien conscience que ce sont des positions qui sont radicales, mais encore une fois, elles répondent à des observations de l'année dernière. À partir de mars-avril, on est sur des sorties pôles. C'est-à-dire que les échanges sont allés beaucoup plus loin. Ils concernent maintenant les parents, les enfants et les enfants. Et ce qu'on demande, c'est, dans les échanges de parents avec les structures, ça va être de prendre des renseignements sur la scolarité, sur toutes ces choses-là, puisque c'est ça qui va être intéressant, sur
combien de fois il va s'entraîner, sur toutes les questions que je vais vous amener après dans l'intervention. Et l'idée, c'est d'avoir fait un premier tri. Je vais prendre un exemple. En gros, je veux changer ma voiture. Je ne vais certainement pas faire tous les garages du coin, quelle que soit la marque, en disant qu'est-ce que vous vendez comme voiture. Je vais me renseigner, moi, sur qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme voiture, une berline, une citadine, un SUV. À partir de là, je vais cibler certaines concessions pour pouvoir me dire, voilà, il y a deux concessions vraiment qui proposent 2 modèles, mais vraiment top, mais qui sont, voilà, c'est assez ambitieux. Et puis, si jamais je n'arrive pas à concrétiser mon plan de financement, etc., je me rabattrai sur un 3e projet, peut-être un peu moins convoité, mais qui en tout cas me permettra de rouler, de me déplacer tous les jours au boulot. Je vais faire exactement la même chose. La comparaison, elle est peut-être maladroite, mais en tout cas, ce qu'on vous demande de faire, c'est la même chose avec les sorties pod. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, à travers mon introspection, je pense que mon niveau il est là. J'ai décidé 2 projets qui me sont vraiment ambitieux par rapport à mon niveau. Et puis, je vais aussi à un moment être capable de dire, je vais me poser sur ce club-là, parce que j'aurai quand même plus de facilité à y aller. J'ai demandé à des copains de m'aider. Du coup, les sorties ont lieu sur des moments off. Ça veut dire que l'idée, c'est toujours de permettre aux jeunes de se concentrer sur ses projets actuels et d'envisager son futur. Ça veut dire qu'on s'engage, nous, l'année prochaine, très rapidement, à banaliser des journées qui seront fermées pour les U15. Il n'y aura pas d'action U15. Pour que les U15 puissent, à partir de ce moment-là, sortir en semaine, à la condition, bien sûr, d'avoir ciblé 3 projets. Ce n'est pas je le sors en semaine, toutes les semaines, pour aller à droite, à gauche, etc. Alors, je ne sais pas qui a mis un dessin animé. Si vous pouviez le couper, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait de chercher. Je pourrais rester concentré sur le truc. Derrière, on pousse le questionnement plus en avant à cette période-là de l'année. Ça veut dire qu'à un moment, pareil, vous redemandez. Voilà, super. On va pousser le questionnement plus en avant sur qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont les choix qui s'offrent à moi, quelles sont mes ambitions, etc. Aujourd'hui, on est à 2 tiers de l'année. On est à 2 tiers de l'année. Il y a 28 semaines de passé. Il nous en reste 1 tiers à faire. C'est trop tôt pour prendre une décision finale, se dire ouais, moi je vais aller là, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de réponses qu'on n'a pas encore. Et là aussi, vous aurez des arguments derrière. Mais par contre, il faut élever son niveau de vigilance. Il faut vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il faut approfondir ses recherches. Et là, il faut faire de tous les problèmes des opportunités. On a la problématique coronavirus. Au final, ça sera la bonne opportunité de profiter de la fermeture des établissements scolaires pour pouvoir je vais y arriver, excusez-moi, pour pouvoir aller plus loin dans les démarches. Se renseigner avec des contacts entraîneurs, c'est pareil, parce que là, je vais avoir du temps, on va pouvoir contacter les entraîneurs des structures, les miennes, celles des autres, les anciennes du pôle, c'est important, et visiter des sites internet, les pages Instagram, les pages Facebook, les pages Twitter des différents centres de formation, pour être capable de regarder s'il y a une journée de détection qui correspondrait bien, etc. Je vais pouvoir profiter de ce temps-là également pour participer aux actions de détection, si elles sont maintenues. C'est-à-dire que là, les entraînements vont être annulés partout. D'accord ? Il y a beaucoup de salles qui vont être fermées. Maintenant, il y a peut-être des endroits où sur un entraînement individuel, c'est peut-être le moment d'aller faire quelque chose avec un entraîneur en restant à distance, bien entendu, etc. Mais il y a peut-être des opportunités à ce moment-là. On a aussi derrière la capacité de visiter les structures, parce que là aussi, c'est peut-être le moment où je vais pouvoir aller bénéficier du temps d'un entraîneur qui n'entraîne plus toutes les journées, tout le temps, pour pouvoir aller voir si le centre où se situe l'unité, où se situe l'internat, etc., pour pouvoir faire à la fin son choix en toute connaissance de cause, mais en toute simplicité. À la sortie du Pôle Espoir, je le redis, vous avez l'option fédérale. Il y a 2 joueuses aujourd'hui qui sont encore dans le dispositif fédéral. Il faut porter une oreille attentive à ce qui va se passer. Et la préférence régionale, c'est quelque chose qu'on défend depuis X temps. Voilà, il y a pas mal de projets en région Hauts-de-France. D'accord. Donc, renseignez-vous d'abord sur ce qu'il y a ici avant d'aller chercher une place au soleil qui peut-être n'existe pas.
c'est comme ça. Parce que c'est plus simple pour nous de savoir ce qui se passe à proximité. Par contre, la préférence régionale, et ça nous a été remonté l'année dernière, c'est vous nous demandez de faire la préférence régionale, mais la préférence régionale, en fait, ils s'en foutent de nos jeunes à nous, ils vont chercher des Parisiens ou des Parisiennes, pour ne pas les nommer, et nos gamins à nous restent sur le carreau. Donc, la préférence régionale, ça va dans les deux sens, et la préférence régionale, ce n'est pas une exclusivité. C'est-à-dire qu'il y a dans cette visioconférence des gens avec lesquels on travaille, avec qui on a eu des contacts et qui travaillent sérieusement, qui ont respecté les règles du jeu, qui ont déjà accueilli des jeunes ou qui veulent en accueillir, qui maintiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui travaillent aussi de manière propre et efficace. Donc, ça veut dire que la préférence régionale, ça ne veut pas dire on fait n'importe quel choix, n'importe comment. Voilà, jamais. Donc, je reviens. Priorité Pôle France, Yvan Manini. Intégrer le Pôle France à l'INSEP à la fin du cursus. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai fait les tests là que je dois attendre les résultats pour pouvoir me projeter sur autre chose. C'est-à-dire que là que les tests sont passés et que j'ai mis toute ma concentration dessus, il faut aussi que je puisse être dans cette logique de j'ai deux projets ambitieux et puis j'ai un projet alternatif. Derrière, pour moi, la question logique qui vient tout de suite derrière je prépare ma sortie, c'est vous êtes tous, puisque vous êtes joueurs de Pôle Espoir, dans l'obligation de jouer en U15 Élite. Ça veut dire que pour moi, la priorité, elle est absolument aujourd'hui de pouvoir s'informer sur la continuité de mon projet à l'interne de mon club. Et donc ça, c'est soit vous vous rapprochez de votre entraîneur de U15 Élite, d'accord, soit derrière, vous allez derrière vous rapprocher de l'entraîneur de U18 parce que lui aussi, c'est lui qui peut éventuellement décider de qui il prend ou pas. D'accord, s'il va tester ou pas. Si je reviens sur le diaporama, nous avons la suite logique de tout ça, c'est trouver une autre alternative, c'est-à-dire un centre de formation dans la région. D'accord. Le centre de formation dans la région, ça peut être un centre de formation Club Pro. D'accord. Mais là aussi, par rapport à ce que je pouvais tenir comme discours il y a encore quelques temps, un centre de formation Club Pro, il est agréé, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on est centre de formation Club Pro qu'on bosse mieux que certains autres. Non, il n'y a personne là. Aujourd'hui, on a des projets dans d'autres clubs de qualité qui font le même travail avec le même sérieux et qui méritent qu'on apporte la même vigilance à leurs projets, à ce qu'ils peuvent proposer. Et bien entendu, vous avez les clubs des autres régions qui ont pris contact avec nous et qui peuvent s'enseigner. Je reviens sur ce qui vient d'apparaître. J'ai, l'année dernière, avec des jeunes filles, eu de longues conversations qui ont visiblement été difficiles à comprendre. C'est intégrer un centre de formation Club Pro. Il faut arrêter de croire qu'en U16, vous allez jouer en équipe pro. Il faut arrêter de croire que je vais les prendre là parce qu'ils ont un club en Ligue féminine ou en JP Elite et je vais plus facilement rentrer dans l'équipe première. Il faut regarder la composition des équipes premières aujourd'hui et à partir de là, vous aurez déjà des éléments de réponse. Donc, se dire je vais y aller en U16 parce que j'y jouerai en U17, c'est pareil. Ce sont des éléments tout relatifs sur lesquels il faut vraiment prendre le temps de s'informer sur la réalité du centre de formation et de la structure pro en question. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas et que ça existait nulle part. J'ai juste dit que le simple mot pro n'est pas une condition suffisante et nécessaire aujourd'hui pour pouvoir être gage de qualité. Les centres autres régions, je vous ai dit, il y a des centres de formation qui ont une démarche qui est vraiment très intéressante et avec lesquels aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème. Et on a laissé des jeunes y sortir. Par contre, l'éloignement géographique, ça doit être vraiment un vrai plus. C'est-à-dire que ça doit amener quelque chose dans le projet éducatif du jeune, qui soit par une prise d'autonomie, qui soit par rapport à un projet de jeu. Mais si vous avez deux projets équivalents, dont un qui est juste à côté de chez vous, ma position est très simple, c'est jouer à côté de chez vous parce que ça reste des jeunes gens de 16 et qui auront besoin un moment de votre présence. Dans les recommandations, toujours. Tout ce que je vous projette là, bien entendu, vous l'aurez derrière. Je vous l'enverrai derrière sous forme de PDF. C'est se construire une démarche. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas céder à la panique et vous devez garder le contrôle du processus de votre sortie. Il ne faut absolument pas être dans la panique et se dire
mon jeu, j'aurais aucun projet, je me jette sur tout ce qui passe, Comment il a fait ça? tout ce que je vois partir de soi, de son niveau de contrôle et de ses ambitions. Ça veut dire qu'à un moment, comme je vous le disais, vous êtes après 2 années de pôle. Il y a un moment, il y a une hiérarchie qui s'est effectuée dans le pôle. Il y a une hiérarchie qui s'est effectuée dans la sélection. Aujourd'hui, je suis sur les tests d'entrée Pôle France. Aujourd'hui, je suis dans les top leaders de ma génération. En garçon, on va être très clair, je vais mettre des noms. En garçon, aujourd'hui, Adrien, qui a dominé son parcours pôle, peut garder un projet de très grande ambition. À l'inverse, je suis sur un projet où mon rôle, il est quand même un petit peu plus difficile dans les sélections. Mon implication dans l'équipe, enfin mon niveau de performance dans l'équipe U15 Élite le week-end, c'est plus compliqué. Alors, soit c'est parce que je manque de basket par rapport aux autres, parce que là aussi, on a des jeunes gens qui sont en pôle avec très peu de basket comparé à d'autres. À l'inverse, voilà, j'ai eu un cursus normal et je ne suis plus aujourd'hui dans le haut du panier. Il faut que j'arrive à avoir des ambitions qui soient mesurées. De la même manière, quand je n'ai pas été pris quelque part, c'est significatif. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus et avoir des projets qui soient adaptés à mes ambitions. Moi, quand j'entends des jeunes gens qui aujourd'hui sont en difficulté pour intégrer une sélection U15 et qui me parlent de l'ASVEL, je suis désolé, mais l'ASVEL, avec le niveau de détection et le niveau d'ambition qu'ils peuvent avoir, aujourd'hui, ils vendent du rêve à tout le monde. Donc, tout le monde va y postuler. Si vous n'êtes pas dominant dans votre sélection, il faut arrêter de perdre de l'énergie à aller faire des tests d'entrée à 700 km alors que vous savez d'entrée que ce sera mort. Et là aussi, je vous ai dit, je mettrai beaucoup moins de gants cette année. Quand un projet comme Mondeville l'année dernière choisit de faire venir 6 joueuses sans avoir fait le moindre tri préalable, c'est une erreur absolue de se présenter dans un projet qui manque de sérieux comme celui-là. Soit le coach vous dit, toi tu m'intéresses parce que tu es poste 1, je t'ai ciblé, ça fait 2 ans que je t'observe. Par contre, c'est tout le monde vient et amène ta copine en même temps, elle prend le train avec toi. Il faut arrêter ce niveau de détection-là. On n'a pas bossé 2 ans avec vos enfants pour pouvoir avoir une fumisterie comme celle-là. Analyser les projets dans leur réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nom, encore une fois, on s'en fout. C'est-à-dire que moi, si on me dit je veux aller à Bourges parce que c'est Bourges, bah, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller à Bourges parce que l'équipe première, il y a des super drapeaux partout. Et effectivement, c'est un club au palmarès extraordinaire et qui mérite le plus grand des respects. Par contre, les drapeaux en haut, ils concernent l'équipe première. Ils ne concernent pas le centre de formation. Si par contre on dit je veux aller à Bourges parce que Virgile, je pense qu'il y a un vrai feeling, parce que j'aime bien sa façon de travailler, parce que le projet qu'il me propose, même si c'est perdu en plein milieu de nulle part et que pour mes études peut-être je serai obligé de bouger, etc. Ça, c'est une autre démarche et je serais tout à fait favorable à ce qu'on parte à Bourges. Mais on n'est plus dans… C'est le nom qui me fait vibrer. C'est la Tony Parker Academy, oui, mais si tu me parles de la logistique de la Tony Parker Academy, je suis d'accord avec toi. Si tu me parles juste de Tony Parker, tu vas devoir jouer à un All-Star Game et puis tu auras exactement le même rendu. C'est un peu cru, c'est un peu cash, mais encore une fois, l'année dernière, on l'a payé cash, donc, ces choses-là avec les jeunes. Vous devez juger des faits, c'est-à-dire que de la même manière, nous, on a sorti un tel. Déjà, moi, je n'ai pas sorti dans nos deux de colo. J'ai eu la chance à un moment de l'entraîner. J'ai eu la chance de croiser son parcours. Mais par contre, Nando De Colo, il s'est d'abord construit lui-même et il s'est construit avec tous les entraîneurs qu'il a travaillé, avec qui il a travaillé. Il n'y a pas un entraîneur qui l'a fait, qui l'a façonné. On juge des faits. Quels sont réellement le nombre de joueuses ou de joueurs qui sortent, d'accord, sur l'équipe de pro, qui vont s'entraîner réellement avec. Mais là aussi, s'entraîner avec les pros, il y a 2 distinctions à faire. Il y a des clubs où on s'entraîne avec les pros. Ça veut dire qu'on fait partie des 10 et on joue avec les 10. On s'entraîne avec les 10 normalement. Il y a des clubs où on fait partie des 12 et en fait, on passe son temps à faire le poireau sur le côté du terrain. Et dès qu'on a besoin, à un moment, parce qu'une pro, elle doit sortir, etc., on va faire jouer pendant 3 minutes. D'accord. Et puis après, je vais ressortir. À 16 ans, une jeune fille ou un jeune garçon, il n'a pas besoin de ça. Il y a des clubs qui disent « viens chez moi », mais par contre, ils ne jouent pas en U18 élite, ils jouent en U17 région et ce n'est pas le même projet. Moi, je préfère qu'on joue dans un centre de formation qui est agréé mais qui n'est pas pro, mais qui, par contre, à un moment, est capable de donner des responsabilités à un jeune. Là aussi, j'ai décidé d'être beaucoup moins sport. C'est Antoine Zobzak, quand il est sorti du pôle, il est parti à Le Portel. Au début, beaucoup, ouais, mais Le Portel, gna. Antoine Zobzak a sorti du pôle, il a joué 15 minutes dès le début de l'année. Et après, il a eu la progression qu'on lui a connue. Parce que s'entraîner, c'est bien. Jouer dans un niveau de compétition intéressant, c'est bien.
Ça ne veut pas dire par contre que vous la jouez à « Ah ouais, mais moi je sors de pôle, je vais avoir droit à mes 15 minutes ». Non, tu vas avoir droit à tes 15 minutes parce qu'Antoine Zobzak, pour avoir ses 15 minutes, il s'est défoncé la tronche à chacun des entraînements et il a démontré qu'il était capable de y aller. Là aussi, il y a 2 poids et 2 mesures. Prioriser les personnes qui ont respecté le jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centres de formation qui sont passés par nous à plus ou moins court terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont contactés il y a longtemps. Il y en a qui sont en train de nous appeler dans le feu de l'action, donc on est un peu moins réactif et on s'en excuse parce que là, aujourd'hui, ça déborde de partout. Mais il y a des gens qui ont respecté les règles du jeu. Là aussi, je vais mettre des noms. Je sais par exemple que Béranger, sur Voiron, depuis décembre, il veut prendre des contacts et en fait, il a respecté ces choses-là et ces choses-là, elles se respectent. C'est-à-dire que lui nous a respecté, on doit respecter aussi le travail que lui il a fait. Donc, ce n'est pas forcément le premier centre qui est venu à vous qui est le plus intéressant parce que peut-être d'autres, ils voulaient venir avant et on les a bloqués. Tout comme le Portel s'intéresse à des joueurs depuis l'année dernière et a attendu qu'on leur donne le feu vert pour pouvoir y aller. Prioriser les personnes qui ont respecté les règles du jeu, c'est aussi pas un nom, encore une fois, j'y reviens. C'est pas le club de Bourges, c'est pas un discours de viens chez moi, c'est super, c'est génial. On juge des faits. Voilà. Je reprends une petite respiration tranquillement. La prise de contact avec le club d'origine, je vous le disais tout à l'heure, c'est prendre contact avec son entraîneur, soit pour qu'il vous renseigne, soit pour qu'il vous oriente vers le bon interlocuteur. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider ou pas de pouvoir t'intégrer à l'équipe de 18, mais il faudrait que tu prennes le contact avec celui-là. Par contre, il peut faire l'intermédiaire quand même avec l'entraîneur de la catégorie du dessus, et j'espère qu'il n'a pas attendu cette période-là pour le faire. Votre entraîneur de club, il peut aussi vous aider à tirer des bilans des 2 saisons écoulées sur les progressions, sur les points forts, sur les postes de jeu sur lesquels il voit évoluer, sur ces choses-là. Ça reste un avis, c'est comme le mien. Moi, souvent, je vous dis, je ne dispose pas de la vérité, je suis juste en train de vous donner mon avis. Et vous devez prendre une certaine forme de distance avec ça. De l'autre manière, il peut y avoir un club qui vous contacte, c'est-à-dire qu'il vous informe de ses journées de détection, il vous dit qu'il aimerait bien vous avoir, il nous envoie les affiches et dans ce cas-là, on les met systématiquement au pôle, mais sauf que là, le pôle est enfermé, on va vous faire un mailing en disant bah, tiens, on a vu passer ça, on a vu passer ça. Le sportif relaye l'information de sa famille, vous vous inscrivez, vous entretenez les contacts. Moi, je sais que depuis maintenant la fin du stage de février, systématiquement, un centre de formation qui m'appelle et que j'arrive à avoir au téléphone, je lui donne systématiquement les coordonnées des parents maintenant. C'est-à-dire que le but pour nous, c'est d'être facilitateur de cette démarche-là. D'accord ? Donc, je m'inscris à la journée de détection et après, on voit comment ça marche. Si le club nous contacte de la même manière, de manière plus spécifique pour un sportif identifié, nous, derrière, on transmet l'information au sportif. C'est-à-dire que là aussi, depuis que les clubs me contactent, je dis aux jeunes gens, voilà, un tel m'a appelé, pour l'instant, tu t'en occupes pas, on y reviendra, mais ne t'inquiète pas, ça suit son cours. On transmet l'information aux familles, on met forcément le contact club, on demande, à ce qu'il y ait le contact club, c'est-à-dire que le club A veut aller chercher un jeune dans le club B, bah forcément, il faut qu'il prenne ce contact-là avec l'entraîneur également. Si vous n'êtes pas contacté par un club qui a déjà ciblé d'autres sportifs du pôle, et à un moment, ça veut dire qu'il n'a pas de projet à vous présenter. S'il vous connaît et qu'il ne vous propose rien, ça veut dire que vous pouvez vous déplacer sur une journée de détection, mais s'il vous connaît et qu'il ne vous a rien proposé, c'est qu'en règle générale, ne perdez pas d'énergie et de temps à aller sur ce projet-là, même si au départ, vous aimez bien parce qu'il y a un super nom, parce que vous êtes le coach, etc. Voilà. Renseignez-vous avant de vous déplacer. Pour te couper un peu ? Non ? Comment... Alors, si le club n'a contacté personne, par contre, ça veut dire peut-être que lui procède par journée de détection et il attend une période un peu plus propice pour pouvoir recevoir du monde. Vous pouvez candidater directement. Je sais qu'il y a des jeunes gens cette année qui l'ont fait, qui sont positionnés sur les vacances de février et c'est très bien. Ça vous impose de votre côté aussi de surveiller les affiches. Et comme je vous disais, puisque vos jeunes là vont avoir quand même un petit peu de break, parce que même si je pense que l'Éducation nationale va mettre des trucs à distance, ils vont avoir du temps libre dans la journée. Twitter, Instagram, qui surfent sur les sites intéressants, d'aller voir à droite à gauche ce que chaque club propose. Pardon. Si vous candidatez, vous, de manière spontanée, vous pouvez dès à présent, là aussi, anticiper la demande d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, parce qu'en règle générale, ils vont me poser la question, et peut-être
d'une lettre de recommandation du responsable du pôle. J'ai bien dit responsable du pôle, pas coordinateur des deux pôles. Je ne pourrais pas aujourd'hui faire 45 lettres différentes pour 45 jeunes. Vous avez des responsables de groupe et eux, ils pourront soit envoyer un mail, soit faire une lettre, soit avoir un contact téléphonique directement avec le responsable de la structure. Dans les règles du jeu, par contre, c'est agir en toute transparence. C'est-à-dire que là aussi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont joué le jeu. C'est quand un centre de formation s'intéresse à un jeune du pôle, normalement, il prend contact avec le CTS, responsable de la structure, ou le CTF. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'ont pas contacté moi, mais qui ont appelé directement Benjamin, par exemple, quand ça concernait les garçons. Ça pose zéro problème, puisque Benjamin, derrière, m'en reparle. J'ai pris l'exemple de Benjamin, c'est valable pour Johan, c'est valable pour Thibaut, c'est valable pour chacun des CTF. Il prend ensuite contact avec l'entraîneur du club dans lequel le jeune évolue. En règle générale, il y a un espèce de gentleman agreement qui fait que quand un jeune est déjà dans une structure pro, les autres clubs pro, en règle générale, normalement, ne s'attaquent pas à ce jeune-là. Mais il peut y avoir des contacts entre eux pour voir un petit peu quelle est la suite du projet qu'on pourrait lui proposer. Et puis, seulement après, il prend contact avec le jeune et la famille. Et d'abord la famille, puis le jeune. Et c'est bien dans cet ordre-là. Agir en toute transparence, ça veut dire que vous aussi, si vous avez entrepris des démarches vis-à-vis de certains clubs, il est capital que vous puissiez donner ces éléments-là à votre club d'origine. Tout simplement parce que lui, il est aussi en train de construire la suite de son projet et que s'il refuse des meneuses de jeu, je vais rester sur un secteur féminin, il refuse des meneuses de jeu parce qu'il pense que vous allez continuer et que vous le plantez au mois de juin, il aura refusé 3 joueuses et vous mettez le club en difficulté. Donc, ça vous impose de votre côté d'avoir cette responsabilité-là de communiquer. Bien entendu, vous en parlez à votre responsable de groupe et vous-même, vous en parlez à votre entraîneur de club, etc. Il y a les différents, là aussi, on facilite les contacts et puis le but, c'est réellement d'échanger autour des projets. Je vous parlais tout à l'heure du Hauts-de-France Basketball Elite. Donc, c'est une structure qui maintenant existe depuis 2 à 3 ans, qui demande encore à prendre de la hauteur, mais on en est là-dedans, qui regroupe normalement tous les U15 élites et les U18 élites. Clairement, après 3 ans de travail, on est surtout focus aujourd'hui sur les U15. Il va vraiment falloir qu'on attaque le projet U18. Et je vous le disais, il y a des projets avec des continuités de formation, par exemple. Je vous remets les 5 projets U15 que vous connaissez comme moi. Dans ces 5 projets U15, il y a des équipes U18 au-dessus. Donc, la logique, elle est de se poser encore une fois la question de qu'est-ce qu'on me propose à moi au-dessus. C'est exactement la même chose en filles. Il y a 4 projets et sur 3 des projets, il y a 4 projets U18 qui sont directement à l'étage du dessus avec des niveaux différents. Ensuite, dans ce Hauts-de-France Basketball Elite, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, les centres de formation de Ligue féminine. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont à 2 sur la région, le centre de formation Club Pro. Vous aurez les contacts des personnes en responsabilité de ces centres. Vous avez de la même manière les centres agréés, et les équipes de U18. Je les mets à la suite. J'ai fait le distinguo parce que c'est une procédure comme ça habituelle. Ça ne veut pas dire que vous devez prioriser les 2 projets du dessus par rapport au projet que je suis en train de vous mettre en dessous. C'est de votre ressort de faire l'analyse de ces différentes choses. Aujourd'hui, on a des structures là-dedans qui fonctionnent très bien dans le processus de formation de joueuses. Il y a des projets là-dedans qui fonctionnent très bien en termes de résultats d'équipe, mais qui ne sont pas sur une formation au long terme. Voilà, c'est à vous de faire un peu le tri dans tout ça, vous en amont, en fonction de ce que vous attendez d'une structure de formation. C'est ce que je vous disais au départ. Donc là aussi, vous avez l'ensemble des coordonnées, de ces différents projets-là. Si je reprends, sur la région des Hauts-de-France, et je suis pour l'instant sur les Hauts-de-France parce que je vous parle de préférence régionale, mais on n'occulte pas qu'il y a des autres clubs qui ont appelé et qui ont joué le jeu. Vous avez par contre 8 projets aujourd'hui, mais vous avez une revalorisation du projet U18 Elite au niveau fédéral qui fait que l'année prochaine, les championnats à 48 équipes, il ne peut pas y avoir plus de 6 projets dans une région. Donc, ça veut dire que c'est sur ces 8 projets qui existent aujourd'hui, il y en a 2 qui vont disparaître l'année prochaine. La réponse à tout ça, c'est en mai 2020. C'est pour ça que souvent on dit, et à un moment, il faut être capable de bien poser le timing. Demander à une jeune fille de se positionner au mois de février alors que tout le monde n'a pas toutes les réponses au mois de février sur son devenir, ça me semble compliqué. Vous aurez une carte avec les projets
de Ligue féminine et de LF2. C'est une carte qui date de l'année dernière, qui n'a pas été réactualisée. Et vous avez la même chose pour les garçons. Pour les garçons, il y a 2 centres de formation Club Pro aujourd'hui, mais là aussi aujourd'hui, on n'a pas d'informations plus que ça sur le devenir. Il faut être patient, c'est-à-dire que là aussi, on peut écouter ce qui va se passer. Pour être très clair, moi, ma vision des choses, c'est que les 2 projets aujourd'hui d'équipe première sont en difficulté. Est-ce que l'effort financier va être maintenu sur les jeunes? Peut-être qu'ils vont nous dire oui aujourd'hui, et je le souhaite, et c'est tant mieux. Après, sur ces choses-là, en règle générale, les garanties, elles arrivent plus tardivement dans la saison. Vous avez 3 projets Pro B, là aussi, centre d'entraînement, avec les responsables et les numéros de téléphone. Et vous avez un projet U18 réputé avec sa section sportive, qui est Liévin. J'en vois quelques-uns s'agiter derrière la caméra. Je ne sais pas si vous voulez rentrer en communication ou pas. Ce que je vous propose, c'est de noter vos questions, tout simplement parce que j'ai coupé tous les micros pour éviter les dessins animés, etc. Donc, n'hésitez pas, à la fin de l'intervention, je reviendrai sur vos questions et on pourra revenir en arrière sur le diaporama. En garçon, on a 2 projets donc pro. Et derrière, on a les 3 dont je vous ai parlé en Pro B et U18. De la même manière, vous aurez une carte avec les clubs de Jeep Elite, les clubs de Pro B. Et là aussi, je me suis interrogé sur est-ce que c'est vraiment intéressant de le maintenir, puisque tout à l'heure, je vous disais, la désignation pro, au final, n'est pas un gage et une garantie de qualité. Voilà. Vous aurez quelques éléments dans le document sur la lettre de motivation. C'est comment la rédiger, pourquoi je la rédige sur une lettre de candidature spontanée. C'est très clair, c'est les procédures de recrutement entreprise. Hein. Ça veut dire que je dois accrocher l'entraîneur, je dois lui donner envie d'aller plus loin dans la rencontre. Comme son nom l'indique, c'est ce que je remarquais, c'est quelque chose qui reprend les motivations. En quoi, moi, je me permets de postuler sur ce centre de formation-là? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'un sujet lambda? De quoi je parle dans ma lettre? Forcément de mon parcours sportif, forcément de mes points forts, parce qu'on en parlait beaucoup, du moment présent, de ce que je fais actuellement. Actuellement, je suis en sélection ceci, de ce que j'ai envie de faire, mon projet professionnel, parce que ça faire quoi de la même manière, si j'ai déjà un projet professionnel qui est déjà établi, j'ai moins envie de venir, de partir dans le management du sport, par exemple. Ça veut dire derrière que je vais devoir, à un moment ou à un autre, faire un certain type d'école. Et si à côté du centre de formation, il y a l'école de sport, c'est un plus. C'est-à-dire que là, je m'engage pour une paire d'années. Voilà. Donc, du temps et du soin, vous allez en avoir puisque le temps est en train d'arriver. Le contenu, la forme, etc. Comme je vous disais, ça reste des lettres de motivation sur les prototypes habituels. Pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne parle pas en langage texto forcément et on fait hyper attention sans orthographe puisque la lettre de motivation, c'est le premier regard que le club va avoir sur vous. D'accord ? Et il y a quelques règles comme ça qui sont hyper importantes à mettre en place. Je pense idéalement que comme vous avez ciblé 3 centres de formation, la lettre, elle est vraiment individualisée. C'est-à-dire que sur chacun des centres, vous dites, voilà, moi je veux celui-ci parce que ça m'intéresse chez vous. Moi, c'est ça que j'ai envie d'avoir. J'ai ciblé votre centre parce que ce n'est pas une lettre type qu'on envoie à tout le monde. Vous pouvez le faire par mail. Il y a des centres de formation qui demandent d'envoyer un mail. Par contre, de la même manière, déjà, vous personnalisez. Et là aussi, ça fait 2 à 3 ans qu'on le dit, mais il y a des gens qui continuent à mettre en fait dans la même candidature tous les centres de formation en copie. Comme ça, les centres de formation, on voit bien que la démarche, elle est clairement, je vais vous dire ça, elle est clairement spécifique et que le jeune a effectivement pas du tout ciblé, le centre en question. Viens maman de prendre Viens maman de prendre pour sa bouche. Oui, allez, venez, viens avec lui. Alors, je cherche. Il y en a un qui est passé. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas moi qui le fais pleurer comme ça, ce petit, parce que sinon, c'est triste. Voilà, donc le mail, accompagné d'un curriculum vitae. L'objectif pour la personne, c'est de faire le tri dans les candidats qu'il a reçus. Tu allumes le micro?
Je suis désolé, je ne trouve pas du tout l'origine. Tous les micros sont coupés, donc je ne comprends pas. Je m'en excuse. Hop là, voilà, j'ai trouvé. Il en manquait un. L'objectif du recruteur, faire le tri parmi les candidatures. Merci Jérôme, j'ai donné moi-même, j'ai fait ce que j'ai pu. Votre CV doit vous permettre de vous démarquer, clairement. Les centres de formation, c'est pareil, ils ne vont pas recevoir 3 CV. Donc, en fait, il faut que le vôtre, il ait un truc en plus. Il faut qu'il attire l'œil. Il doit, en gros, il est à votre image. C'est pareil, ça donne tout de suite une indication de voilà, c'est quelqu'un qui est très factuel, c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel. C'est ce genre de choses-là qui vont transpirer de votre CV. Là aussi, dans mon CV, qu'est-ce que je mets? L'ensemble de votre parcours, les éléments d'état civil. Là aussi, je vous donnerai ce document-là, reprend toutes ces choses-là. Donc, je vais y passer rapidement. Les moyens pour vous joindre. L'adresse mail, on a fait faire des adresses mail type pebb.prénom.nom @ quelque chose. L'idée, elle était là aussi très simple. C'était d'éviter joli mignon du 59 @hotmail.machin. Superdélirante.com et qui sont tout de suite des mauvaises images que vous envoyez aux gens. Vous mettez votre adresse PEBB, vous mettez l'adresse de vos parents, parce que là aussi, le centre de formation doit pouvoir joindre vos parents et non pas que le jeune joueur. Donc voilà. La date de naissance, pas l'année de naissance, parce qu'aujourd'hui, là aussi, je me base sur ce que nous, on fait au pôle. Quelqu'un qui est né au mois de janvier, on ne le regarde pas de la même manière que quelqu'un qui est né au mois de décembre sur la même année. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un an de pratique entre deux, il y a un an de développement de différence. J'y reviens, le CV, l'expérience, les compétences, les objectifs, les résultats scolaires. Parce que là aussi, beaucoup de centres de formation regardent aux résultats scolaires et à la petite colonne d'à côté de l'attitude. D'accord ? Et la rubrique centre d'intérêt, c'est qu'est-ce que j'aime bien faire dans ma vie à part du basket. Voilà, quelques recommandations sur comment faire un CV. Tout ça, je pense que vous trouverez plein de trucs sur Internet qui vous renseignent un peu. Il faut mettre dès cette étape-là toutes les chances de son côté. Il faut que ça passe bien. Voilà, il faut que ça accroche. Voilà. Et là, je ne vous demande pas de regarder ce qui est marqué, mais j'ai volontairement pris un cheptel de CV qui sont complètement différents et de me dire, voilà, quand j'ai affiché cette page, lequel a attiré votre regard. D'accord ? Et celui qui a attiré votre regard, il vous parle. Et ça veut dire que vous pouvez en faire un. Alors, pas celui-là, mais un dans cet état d'esprit-là. Le recruteur, il fera la même chose que vous. Il va avoir les CV sur la table devant lui et il verra ce qui l'intéresse. Vous aider à vous éclairer dans votre choix. Les contacts sont pris. Les rendez-vous doivent s'enchaîner. Là, ils peuvent être téléphoniques. Encore une fois, on se déplace si c'est nécessaire. Quand vous allez échanger, si jamais vous vous entraînez en individuel avec le club, vous devez mettre à profit ces moments-là. Je suis certainement psychopathe, diront certains, ou certains ont déjà dit d'ailleurs, mais pour moi, avoir un cahier sur lequel on note des choses, ça me semble capital. Parce qu'on pense qu'on va toujours tout retenir, sauf qu'à la fin, il va falloir choisir entre l'un, l'autre et le troisième. Et là, il va falloir se dire, alors lui, le volume horaire d'entraînement, c'était ça. Enfin, je crois que c'était ça, mais je me souviens plus bien. Le kiné, je crois qu'il m'a dit qu'il y en avait un, mais je suis plus sûr au final. Il vient où je dois y aller. Enfin, je ne sais plus. Notez, posez-vous déjà, marquez les questions, notez les réponses qui va vous permettre de décider en ayant vraiment les éléments. Parce que le but à la fin, c'est de faire le choix dans les propositions possibles, de comparer ces projets. Si vous avez bien encore une fois plusieurs propositions, parce que peut-être vous n'en aurez pas plusieurs, et ça fait aussi partie. Tout à l'heure, j'ai repris volontairement l'image de la petite fontaine. Il y a ceux qui vont en haut, il y a ceux qui vont un peu moins en haut, et il y a ceux qui, à la sortie du pôle, il y a déjà une vraie réorientation. Et quand en sortie de pôle, vous vous réorientez complètement, il faut se remettre les pieds sur terre et redonner une priorité à son projet scolaire. Donc, utilisez un aide-mémoire qui vous convient d'organiser, de faire comme vous avez envie. L'idée pour moi, c'est que dans cette phase-là, vous collectiez tout ce que vous avez besoin de collecter comme information. Je vous ai remis cette petite diapo-là pour vous rappeler que comment je fais, quelles questions je me pose. Les questions, elles sont dans cette diapo-là. C'est quelle est la continuité à mon projet? C'est quoi mon niveau? C'est quoi l'harmonie? C'est comment ça se passe la scolarité dans le centre de formation dans lequel je vais, etc., etc.
Je vous ai mis une liste de questions. Elles ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas toutes pertinentes, mais c'est pour vous donner un peu le genre d'idée que vous pourriez vous poser. Moi, la première, c'est je parle d'un projet sportif. Qui est l'entraîneur? Son niveau de pratique, ce n'est pas le BE, parce qu'au final, en centre de formation, les trois quarts, ils l'ont, le BE. C'est son expérience de formation. Parce qu'aujourd'hui, je suis BE2, ça fait 20 ans que je suis entraîneur, et que si vous me donnez une équipe de ligue féminine, je ne saurais pas la coacher, parce que ce n'est pas mon métier, ce ne sont pas mes compétences. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas voir du basket, ça veut juste dire que j'ai développé une expertise sur la formation du jeune joueur. Donc le diplôme par lui-même, c'est rien. C'est qu'est-ce que cet entraîneur-là, il a fait dans la formation du jeune joueur, c'est quoi l'image qu'il peut renvoyer, etc., etc. Son expérience, depuis combien de temps il est dans le club, parce que c'est pareil, quand je suis sur un centre de formation, je m'appelle Philippe Desnaux, je suis au Mans, c'est quelqu'un qui travaille proprement depuis des années, qui mérite qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Voilà, ça fait des années qu'il est là, il connaît tous les rouages, il connaît tout le fonctionnement du truc, il a les numéros de téléphone et voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Le mec, il arrive de nulle part, on ne sait pas ce qu'il vaut, on s'interroge, on se pose des questions. Ouais, ça a bien matché sur les 2 heures d'entraînement, mais encore une fois, 2 heures d'entraînement, choix de 3 ans, pour moi, il faut bien réfléchir. Est-il professionnel à temps plein? On a encore des structures U18 où on n'est pas sur un professionnel temps plein. Ça veut dire que le mec, il a sa journée. D'accord. Dans le meilleur des cas, il est sur un des horaires fixes. Dans le pire des cas, il est débordé. Il n'a pas de temps à vous accorder. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être important, mais c'est que mon avis. Feeling joueur, c'est pareil. Il faut être très clair. Il y a Processcom, il y a tout ce que vous voulez, le Comcolor. À un moment, ça match ou ça ne matche pas. Je ne vais pas aller 3 ans avec un entraîneur dont la forme pédagogique, c'est l'autocratie, c'est marche ou crève, alors que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà. Il y a l'inverse. J'aime bien quand c'est carré. Je ne veux pas partir avec un mec qui pétille de partout, qui est dans l'émotion en permanence, qui va vous défoncer le lundi et qui le mardi vous rappellera à quel point vous êtes importante pour lui. Voilà. Ce genre de choses-là. Qui entraîne, qui coach, forcément, parce que qui entraîne toute la semaine, est-ce qu'il y a un staff, etc., etc. Donc, encore une fois, ces questions-là, je ne vais pas toutes les faire, elles ne sont pas exhaustives, mais elles ont le mérite d'exister. Et parce que là aussi, il y a quelques temps, il y a des parents qui me disaient « mais je n'ai pas pensé à poser cette question-là, mais j'aurais dû, parce que en fait, je n'aurais pas fait ce choix-là. » Donc, ben voilà. Il y en a d'autres qui existent, n'hésitez pas à les reprendre, d'accord, à les compléter, etc., etc. C'est le bilan avec les U15 élites qu'on peut faire aujourd'hui. S'entraîner plusieurs fois par semaine et en section sportive, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, le travail que peut accomplir Nicolas dans le domaine de la préparation physique au pôle, c'est une vraie plus-value. Aujourd'hui, on a des joueuses qui sont moins athlétiques à la base, mais qui sont capables de rivaliser avec des gens aux qualités athlétiques naturelles. Ça, c'est une dominante capitale. On va parler de gestion de charge. Un préparateur physique, ça aide l'entraîneur à gérer ses charges. Et là aussi, c'est de l'expertise. Si vous avez ça, c'est mieux, le calcul des charges. Volume d'entraînement hebdomadaire, c'est pareil. Ce n'est pas juste un chiffre. Là, ça s'entraîne 11 heures, là, ça s'entraîne 9 heures. Donc là, les 11 heures, c'est mieux que 9 heures, donc je vais aller là. C'est comment elles sont réparties dans la semaine, comment ça se passe. C'est de l'individuel, c'est du collectif, c'est du 5-5, c'est des pré collectifs. Voilà, on creuse comment ça s'entraîne dans la structure. Est-ce qu'ils font de la muscu? Est-ce qu'ils n'en font pas? Etc., etc. Je reviens sur la dernière question, là, sur les passerelles, etc. Comment ça se passe? Parce qu'encore une fois, si on vous vend de « ouais, mais nous, on a une équipe de N2 », il y a combien de joueuses qui jouent réellement avec la N2? Et elles jouent combien de temps par match? Et là aussi, ce n'est pas juste le discours du dirigeant de club qui veut absolument vous avoir. C'est le discours du dirigeant, c'est le discours de l'entraîneur qui vous regarde dans les yeux, c'est le discours de la joueuse qui est déjà dans le centre de formation et qui sait comment ça se passe, sauf si bien entendu, c'est celle qui s'est pris la tronche avec l'entraîneur et qui ne joue plus une seule minute, qui va vous déblatérer sur le club parce qu'elle sait qu'elle se bat en fin de saison. Donc, il faut prendre un petit peu de distance là aussi. Mais par contre, voilà, quand je vous disais collecter des informations, c'est toutes ces choses-là. Alors, c'est un travail fastidieux, on en est d'accord, mais encore une fois, c'est un travail qui va derrière vous engager sur 3 ans. Et c'est aussi pour ça que nous, on veut changer les procédures et faire en sorte que ce travail-là, il ait lieu en amont, qu'il ait contact avec les centres de formation pendant les 2 années de pôle. Pareil, où est-ce que je m'entraîne? Je suis obligé de prendre le bus, c'est du Taraflex, c'est du parquet, c'est une fois sur la grande salle, c'est 3 fois dans la petite salle, c'est toutes ces choses-là. Parce qu'à un moment, les projets U15 élites, les U18 élites, pardon, les centres de formation de ceci et de cela, on voit de tout et on voit de rien. Nature du sol, j'en ai parlé, donc je passe vite. Encadrement médical, pratique de haut niveau, égale blessure, égale prévention de blessure, égale calcul de charge en entraînement, égale
capacité à se reposer, à avoir des entraînements allégés, égale capacité à s'entraîner dur, égale alimentation, égale diététique, égale dormir, égale. Donc tout ça, je le rattache à l'encadrement médical. Est-ce qu'on a un médecin? C'est le médecin des pros. Si c'est le médecin des pros, il est certainement très compétent, mais il s'occupera de toute façon déjà des pros. Et après, il fera le reste. Après, il a un temps complet pour le club, donc il a du temps. C'est le médecin des pros, mais en plus, il a son cabinet. Bon, le médical, c'est un point essentiel. Quel suivi médical? À quelle fréquence? Aujourd'hui, les centres de formation Club Pro, par contre, ils ont quand même eu un agrément. Donc, ça veut dire qu'ils remplissent des conditions minimum par rapport à ça. Tout à l'heure, je disais, ce n'est pas parce qu'on est pro qu'on est meilleur. Les centres de formation Club Pro, ils ont quand même des obligations dans un cahier des charges que n'ont pas d'autres centres d'entraînement. D'accord? Donc ça, c'est par contre quelque chose à regarder aussi concrètement. La gestion des joueuses blessées ou des joueurs blessés, la tenue régulière d'un cahier médical, etc., etc. On reprend les objectifs. Forcément, la formation scolaire. Quel est le lycée avec lequel il travaille? Là, vous allez sur Internet, notation des lycées, cotation au niveau régional. Vous allez savoir c'est un bon bahut, c'est pas un bon bahut, le taux de réussite au bac, etc., etc. Il y a des aménagements horaires. C'est des sections sportives type aménagement horaire. C'est bien. Il n'y en a pas. Pourquoi? Est-ce que c'est grave ou pas? Comment on arrive à avoir le volume complet d'entraînement? Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est pas dramatique s'il n'y a pas d'aménagement horaire. Il n'y a pas d'aménagement horaire, je m'entraîne tous les soirs. Bon, en même temps, il faut que j'ai mangé à 19h parce que la cantine est ferme à 19h. Donc, en fait, je m'entraîne tous les soirs de 20h à 22h. Et ce n'est pas la même chose que s'entraîner tous les soirs à la sortie des cours de 17h30 à 19h30 quand je peux manger après. Vous voyez, c'est toutes des questions qui sont… C'est du bon sens au final, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps, mais qui vont avoir une incidence complète sur le suivi du projet de votre enfant. Voilà. Où sont scolarisés? Est-ce que moi, je serais dans un lycée à part parce que j'ai choisi une filière à part? Est-ce que moi, je suis sur un lycée normal? Enfin, il y a toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a du suivi scolaire? Si je suis en difficulté, est-ce qu'on peut m'aider? Les études, je les fais tout seul ou je les fais surveiller? Et là aussi, ça va dépendre d'abord de l'introspection du jeune. Je suis autonome, je n'ai pas besoin de quelqu'un derrière moi. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas de suivi scolaire. Je suis à 17 de moyenne. Il n'y a pas de souci. J'ai besoin de toujours quelqu'un pour me surveiller. Au Crêpes, il fallait absolument que le CDS soit présent, sinon chaque fois je me faisais gauler par la patrouille. Bon, à un moment, ça veut dire que ça doit donner aussi une orientation. Taux de réussite aux examens, taux de passage en an, etc. etc. Voilà. Volume horaire. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens quand ouais, mais tu ne me réponds pas, je dis dans une bouteille d'1 litre, moi, je n'arrive pas à mettre 1,5 litre. Donc, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu parce que je ne peux pas aujourd'hui. De la même manière, par rapport à l'année prochaine, vous allez prendre le volume scolaire, c'est une bouteille, vous la remplissez, vous mettez dedans. Vous mettez derrière les heures de sommeil nécessaires, vous mettez derrière les heures d'entraînement. D'accord? Il y a des clubs où ça double. Des fois, doubler, c'est bien. Des fois, doubler, c'est doubler le volume d'entraînement. Vous mettez tout ça dans la bouteille, puis vous regardez. Est-ce qu'il reste du temps pour la récupération? Est-ce qu'il reste du temps pour l'alimentation? Est-ce qu'il me reste du temps? Parce qu'en fait, je vais vivre 3 ans dans ce truc-là. Donc, est-ce qu'il me reste quand même un petit peu de temps pour vivre ma vie d'adolescente? Parce que là aussi, nous, on les a à 13-14 ans. Donc, ça va. Ce n'est pas la plus dure période de la vie. Là, on va rentrer dans une période qui est quand même relativement complexe, avec un changement de fonctionnement. Le passage du collège au lycée, c'est quelque chose d'impactant. Avec la réforme des lycées, ça l'est encore plus. Donc voilà, il faut que j'arrive à mettre tout ça dans une bouteille. Et si je mets tout dans la bouteille, ça veut dire que le centre, il me correspond bien. L'hébergement, pareil. Comment ça fonctionne l'hébergement? Est-ce que c'est un internat scolaire? Est-ce que c'est le club qui prend en charge? Est-ce que, etc. Le nombre de joueurs par chambre. Il y a des joueurs qui n'aiment pas être tout seuls. Il y a des joueurs qui aiment bien être tout seuls. Est-ce que je suis avec des… Voilà, je vais prendre un très bon exemple. Je suis avec des cuisiniers qui se lèvent tous les jours à 6h30 du matin et l'hébergement n'est pas cloisonné. C'est une problématique majeure sur laquelle il faut travailler rapidement. Voilà. Vous avez compris pour certains la dédicace. Degré d'autonomie individuelle, c'est est-ce que je peux retourner faire une sieste, par exemple. Entre les midis, je n'ai pas cours, je suis à côté. Est-ce que je peux aller dormir? Parce que moi, j'ai pris cette habitude-là au pôle et puis ça me va bien et j'en ai besoin. Voilà. Encore plein de questions que je vous laisse regarder. La restauration. Aujourd'hui, quand on parle de centre de formation et d'entraînement de haut niveau, on ne mange pas un sandwich. Ce n'est pas possible. Pas tous les soirs. Ça peut arriver à un repas décalé, ça peut. Mais par contre, il faut mettre de l'énergie dans la machine. Donc, à un moment, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Là aussi, je ne lis pas toutes les questions une par une parce que ça serait trop long et je ne vais pas abuser de votre temps parce que je vois qu'il tourne déjà plutôt pas mal. Derrière les transports, c'est-à-dire que le Crêpes, ça marche bien parce qu'il y a une unité de lieu. Le pôle d'Amiens, ça marche bien parce qu'il y a une unité de lieu. Quelle sera l'unité de lieu? C'est très simple. Vous allez en section sportive à Liévin, c'est hyper facile. Tout est l'un à côté de l'autre. Il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué.
Si c'est un peu plus compliqué, comment je me déplace, à quelle fréquence et qui prend l'abonnement du bus, si jamais je dois prendre le bus, enfin, ce genre de choses-là. Forcément, les moyens financiers. Là aussi, chacun a ses modes de fonctionnement. Il y a des endroits où tout le monde paye, il y a des endroits où on ne paye pas, il y a des endroits où on paye si on n'est pas bon, on paye moins si on est un peu meilleur et on ne paye pas du tout si on est désiré. Voilà, il y a plein de règles qui existent et elles sont variables. Donc, vous voyez, quand on vous dit prendre contact avec les entraîneurs, c'est toutes ces questions-là que vous pouvez poser et que vous pouvez vous poser. Je vais prendre le temps sur cette partie-là, par contre, puisque aujourd'hui, ce qui motive cette réunion, c'est que votre enfant, il faut qu'il maintienne sa scolarité, son projet scolaire, parce qu'encore une fois, s'il se fait les croisés, il peut compromettre toute sa carrière sportive derrière. Par contre, un bac, même avec les croisés, on est capable de le passer. La formation sportive, c'est quand même le deuxième point qui motive cette réunion-là. C'est donner une suite, c'est comme ça que je l'avais marqué juste au-dessus, donner une suite au projet à la sortie des pôles espoirs. Je veux continuer à gagner ma chance. Je veux continuer à jouer au plus haut niveau. Et la Nationale 3, ce n'est pas le plus haut niveau. C'est pareil, je l'ai encore entendu il y a 2 semaines. Il n'y a pas besoin de faire le pôle espoir pour jouer en Nationale 3. Vous allez en Nationale 3, il y a plein de joueurs et de joueuses qui n'ont jamais fait de pôle et qui évoluent. Le haut niveau, c'est ce qu'il y a tout en haut de la fontaine. Les 2 fontaines que j'ai prises tout à l'heure, c'est ça le haut niveau. Quels sont les joueurs sortis, mais qui sont vraiment sortis? C'est-à-dire, ils ne sont pas sur la feuille de match à faire tout les échauffements avec l'équipe professionnelle, parce que ça, il y en a qui le font, mais ils ne rentrent jamais. Et donc, ils ne sont pas sortis. Ils sont juste sur une feuille de match. D'accord? Ils sont juste sur une affiche. Et là, il faut être très vigilant à ça aussi. Quelles sont celles qui ont vraiment réussi à décrocher quelque chose derrière? Voilà. Si on me dit aujourd'hui, Virginie Brémond est sortie sur le haut niveau, oui, c'est une réalité. En sortie, elle a fait un centre de formation, elle a gratté, et après, elle est partie, elle a gagné une place et elle joue en Ligue féminine aujourd'hui. Donc, c'est ça, sortir vers le haut niveau. Ce n'est pas avoir son nom sur une feuille de match, ce n'est pas faire le déplacement jusque de l'autre côté de la France dans le championnat national, faire ses devoirs dans le bus, parce que il y a des pros qui fonctionnent comme ça. Les pros se déplacent en avion et l'autre, elle suit en minibus, parce que bon, on ne va pas mettre tout le monde dans l'avion, par exemple. Voilà, vous en voulez je peux vous en donner un des exemples. Les pros, elles rentrent, et puis les jeunes, comme elles jouent sur place, on les laisse toutes seules dans une chambre d'hôtel en attendant le match du lendemain qui a lieu au même endroit. Voilà, on laisse 2 jeunes mineurs de 16 et 17 ans dans une chambre d'hôtel parce que l'équipe U18 jouait le lendemain. Voilà, ce sont des exemples concrets. Quand je parlais de fumisterie tout à l'heure, ce sont des choses qui existent aujourd'hui dans le milieu. Donc, quelles sont les filles qui sont sorties vraiment? Quels sont les joueurs qui sont sortis vraiment? Doubler, c'est pareil, c'est bien. Être capable de s'entraîner en U18 et puis d'aller derrière jouer avec l'équipe de N3 garçons, de N2 filles, c'est génial, c'est bien. Par contre, comment sont quantifiées les charges d'entraînement? Comment les entraîneurs gèrent ça? Doubler tous les week-ends, c'est pareil, ça peut être bien parce que du coup, on peut doubler son temps de jeu. Sauf que quand je joue le samedi avec les pros, même si je ne joue pas, j'ai une fatigue, d'accord? Et puis derrière, je joue le dimanche en cadette, mais le samedi, d'ailleurs, j'ai joué avec les espoirs juste avant. Enfin voilà, il y a des jeunes qui cumulent les matchs et qui, à un moment, ça engendre de la fatigue. De la même manière, si aujourd'hui, je suis sur une feuille de match de pro, pourquoi je joue encore en cadette? Voilà, c'est des questions qui, pour moi, méritent d'être posées. Les joueurs qui évoluent vraiment en pro cette année, encore une fois, moi, je regarde en Jeep Elite ou même en Pro B. Enfin, j'en vois pas beaucoup des jeunes qui sont d'un certain profil. Il y a un truc qui me semble hyper intéressant. Il y a des équipes qui aujourd'hui ne sont pas centre de formation club pro, par exemple, et qui continuent régulièrement d'alimenter les sélections nationales. Ça veut dire qu'on a des joueuses qui ne sont pas sorties dans les centres de formation club pro et qui sortent sur les équipes nationales de 3-3 et qui sortent sur les équipes de France jeunes. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas pros, à un moment, la première fois, on peut se dire, bon, ils ont eu de la chance. Quand régulièrement, ça sort, ça veut dire qu'à un moment, il y a peut-être un travail qui est fait en interne quand même qui mérite qu'on s'interroge quand même sur cette équipe-là. Là aussi, les gens souvent mettent la pression. Signe. Est-ce que tu peux déjà me donner une information sur l'équipe? Parce que c'est pareil. On va être très clair. Vous n'allez pas signer dans le club A parce que votre copine, elle va dans le club A. Parce que ça, c'est pas faire un choix et avoir un projet. Ça, Enfin bref, je ne m'étends pas. Vous avez compris le truc. Par contre, c'est important de savoir, c'est ce que j'expliquais aux jeunes filles de Wattignies quand je les ai rencontrées. Aujourd'hui, par exemple, la Parker Academy a recruté une jeune lituanienne et ça a fait le buzz, machin, etc. Quelle va être ma place à moi derrière cette joueuse-là? Est-ce que j'ai vraiment l'opportunité de jouer derrière elle? Bon, l'avantage, c'est que peut-être je vais m'entraîner contre elle. Mais voilà, si dans une équipe, j'ai déjà 3 meneuses de jeu, est-ce que j'ai vraiment l'opportunité d'avoir une vraie responsabilité sur cette équipe-là?
Et là aussi, je remercie une des personnes qui est là, puisque son discours était très clair. Tant que cette joueuse-là n'était pas montée à l'étage supérieur, je n'avais pas de place pour lui proposer un projet. Aujourd'hui, l'autre est monté sur l'étage supérieur, donc j'ai de la place, donc je peux lui proposer quelque chose. Ça, c'est un discours qui me semble moins cohérent. Donc voilà, quels sont les renseignements que vous pouvez avoir sur l'équipe, combien de joueurs sur le même poste de jeu, le cursus, machin, etc. De la même manière, il y a des joueuses qu'on peut prendre et qu'on peut même faire évoluer sur la National 2, parce qu'on n'est pas dans un projet de formation, mais parce qu'on a une joueuse qui est athlétique, qui, sur un niveau de cadette, va être capable de faire le ménage, qui, sur un niveau de N2, va être capable de faire souffler les deux intérieurs qui sont complètement cramés. Et même si ce n'est pas une vraie future intérieure, on va quand même la prendre là, comme ça, elle permettra de faire souffler les autres. C'est un projet d'équipe. Ce n'est pas un projet de formation individuelle et spécifique. C'est un projet d'équipe. Un projet de formation individuelle et spécifique. J'ai pris l'exemple d'un garçon de terre, donc je vais prendre l'exemple d'une fille. Quand on a reçu Daphné Lebrun sur les tests d'entrée-épaule, on a discuté avec elle de ce qu'on avait observé dans l'entretien de motivation. On a expliqué avec elle quels étaient les points forts qu'on avait pu observer et en quoi ça pouvait nous laisser à penser qu'on avait un vrai projet de meneuse de jeu à avoir pour elle derrière. C'est un projet de formation qui est individuel et qui est spécifique. On n'a pas fait un recrutement d'équipe. De la même manière, on n'a pas recruté 2 meneuses, 3 ailières, 3 intérieures. Même si les équipes de centre de formation Club Pro doivent faire attention à ces notions de poste de jeu, parce qu'eux, ils jouent tous les week-ends, aujourd'hui, dans le projet d'équipe, il doit quand même y avoir un vrai projet par rapport à la joueuse. C'est-à-dire que dans le discours de l'entraîneur, dans le discours du club, vous devez sentir qu'il maîtrise le parcours de la jeune joueuse en disant, voilà, on sait que tu es rentré tardivement dans le basket, on sait que quand tu es rentré au pôle, tu étais poste 5, on sait que là, tu es en train de sortir poste 3 et qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore capable d'être efficace en poste 3, mais on a vu ça chez toi, ça chez toi, ça chez toi. C'est un projet individuel. Là aussi, je parlais tout à l'heure de club lointain. Je sais que Frédéric est là. Frédéric Lambert sur Dijon, l'année dernière, a fait ce travail-là avec Alexandre Abraham. Il l'a fait de très, très bonne manière. Et quand je disais, il y rencontre régulièrement, quand il a signé Alexandre, j'ai eu le projet d'Alexandre au club, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un écrit, vous savez, quelque chose sur lequel on se dit, c'est sérieux et on peut se permettre de faire confiance à cette structure-là. Bien entendu, c'est des exemples. Soyez pas fâchés si je ne cite pas l'ensemble des clubs avec qui on a des contacts, avec qui ça se passe bien. Mais c'est des exemples qui me viennent au fur et à mesure de l'argumentaire. Dans les points divers, il y a des centres de formation qui vont vous faire signer des conventions de formation parce que c'est nos obligations. Il faut que vous soyez là aussi vigilants puisque une convention engage les deux parties. Elle engage le club et elle engage la convention, elle engage la famille, le joueur et la famille. Renseignez-vous sur les procédures. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont très regardants là-dessus, en disant si tu te barres à la fin de la première année, il y a des frais de formation à rembourser, etc., etc. Si par contre, à la fin de la première année, tu n'es pas à l'aise et que tu nous préviens suffisamment tôt, t'inquiète pas, la convention, on va la signer, on va la casser. C'est juste parce qu'on doit en signer 6 tous les ans. Et en fait, on a envie de faire quelque chose de sérieux avec toi, mais par contre, on ne t'emprisonnera pas à la fin de ta première année. Voilà. Si tu n'es pas heureuse avec nous au mois de janvier, etc., on te laissera aller faire les tests ailleurs, etc. J'ai déjà eu des situations où il a fallu gérer des gens qui refusaient de casser une formation pour une gamine qui avait dit oui, moi je reste parce que le projet me va bien. Et puis en fait, il y a changement d'entraîneur. Et puis en fait, avec cet entraîneur-là, ça ne s'était pas bien passé. Donc elle se dit oui, mais moi si c'est lui, je ne reste pas. Cocotte, tu as signé une convention, tu ne sors pas. Voilà. Donc là, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être vigilant. Après, encore une fois, avec les gens honnêtes et bien pensants, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est juste une procédure administrative qui a au final pour but de couvrir toutes les parties. Mais là aussi, il y a un engagement à avoir. Et puis, voilà. J'insiste sur la réforme des lycées, qui est vraiment quelque chose que nous, on prend de plein fouet actuellement sur le Krebs de Wattignies avec tous les jeunes qui sont scolarisés avec une année d'avance. On y échappe à Amiens parce qu'on ne peut pas accueillir 2 secondes actuellement, mais ça impacte réellement, puisqu'à partir de la seconde, ça veut dire qu'il y aura une pression supplémentaire. Dans une année où je dois gagner ma place dans une équipe, dans une année où c'est compliqué, je dois changer de liste, etc., j'ai en même temps la pression d'avoir à faire des choix qui vont être cruciaux pour la suite. Il va falloir que je choisisse 3 enseignements de spécialité. Il faut que ces enseignements de spécialité-là, si j'ai envie de faire chinois, il faut que le centre de formation dans lequel je me suis engagé propose de faire chinois. Or, tous les lycées ne proposent pas les mêmes options. Après, si vous prenez maths, physique et SVT, je pense que les 3/4 le proposent. Si vous prenez anglais, espagnol, machin, les 3/4 le proposent. Ce qui est important, par contre, c'est de vérifier ça avant. De la même manière, la réforme des lycées, elle a pour but de permettre aux gens d'avoir une souplesse. Je choisis le projet de vie qui m'intéresse. Donc, à un moment, si votre centre de formation vous dit si tu veux rentrer chez moi, c'est maths, physique
et SVT, alors que vous voulez faire anglais, espagnol et école du cirque, ou philosophie, histoire de l'art, il y a une réflexion à avoir. Dans les points divers, gardez selon les moments un focus. Là, je vous ai dit, vous allez avoir une semaine où il y aura peu de cours. Au niveau basket, on va vous envoyer, nous, un petit programme de prep physique pour ne pas perdre complètement la forme sur ces 15 jours-là, avec un peu de footing, du gainage, des choses comme ça. Mais vous allez avoir du temps. Donc là, c'est peut-être le moment de mettre le triple d'énergie là-dessus. Et puis après, si jamais on reprenait les échéances fin mars, même si j'ai du mal à y croire, si on reprenait un rythme normal d'ici fin mars, ça veut dire que derrière, il va falloir reprendre le rythme, il va falloir se reconcentrer sur l'instant. Et donc, il faut garder le focus selon les moments. Des fois, je dois me focuser mettre le focus ou me focaliser sur mon projet de sortie. Et des fois, je dois me concentrer sur mon projet de cette année. On vous l'a dit, c'est une étape importante et difficile. N'hésitez pas à nous solliciter. Mais nous, là, j'ai pris l'intervention là parce que ça débordait de tous les côtés. Il fallait cadrer les choses et avoir un discours simple, clair et unique. Par contre, derrière, pour tout ce qui est l'accompagnement de vos jeunes, la priorité, elle est sur votre responsable de groupe. Je vous ai mis les photos tout à l'heure, ce n'est pas non plus par hasard. Thibaut est responsable des filles en Picardie et c'est lui qui accompagne prioritairement ce projet-là. Nicolas sur les filles du Nord, Johan sur les garçons de Picardie et Benjamin sur les garçons du Nord. Si jamais il y a besoin d'informations complémentaires qu'ils n'arrivent pas à vous répondre ou ça y est déjà arrivé, par exemple, Nico est revenu vers moi derrière moi en disant « oui, mais Fabien, je suis embêté par rapport à cette situation-là ». Là, on gère ensemble. Mais là aussi, vous conviendrez que dans le reste, il n'est pas possible aujourd'hui d'apporter un suivi individuel sérieux. Je parlais tout à l'heure du sérieux des structures. Il faut que nous aussi, on soit sérieux. Je n'ai pas cette capacité temporelle. Ma bouteille aujourd'hui ne me permet pas de gérer les 40 projets. D'accord ? Parce que vous allez me dire « oui, mais les 40, tout le monde ne sort pas du pôle. » Mais il y en a qui doivent y maintenir et il y en a qui doivent y rentrer au pôle. Donc, en fait, actuellement, reportez-vous prioritairement, sauf cas exceptionnel, sur les responsables de groupe. Donc, encore une fois, ce n'est pas que je botte en touche, mais c'est juste pas possible de répondre à l'ensemble des coups de fil aujourd'hui. Rappel important, je vous l'ai dit, on ne vous dira pas il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Par contre, on émettra des points de vigilance, c'est-à-dire que l'année dernière, on l'a fait en disant ce centre de formation-là te propose ça, tu dois faire attention parce que nous, voilà ce qu'on observe dans ton profil par rapport au projet qui est proposé, ça pourrait être compliqué. Et après, par contre, vous faites vos choix. C'est-à-dire que notre rôle, c'est bien marqué, c'est conseiller technique sportif. Mon rôle est de conseiller. Et sur ce truc-là, je ne vais absolument pas vous forcer. D'accord ? De la même manière, si je vous dis allez à gauche, je pense qu'à gauche c'est mieux et que vous allez à droite, ce n'est pas un problème. Donc, encore une fois, vous prenez vos responsabilités. Par contre, une fois que vous êtes à droite, ne m'appelez pas pour me dire tiens, tout compte fait, j'aimerais bien retourner en A ou alors qu'est-ce que tu penses du projet de droite ? Non, je t'ai déjà expliqué. Moi, je pense que tu dois aller à gauche. Voilà, si tu fais le choix d'aller à droite, il n'y a pas de souci. Mais par contre, comme je vous disais, je n'ai pas suffisamment de temps et le temps, et mes collègues, c'est exactement la même chose. Je vous reporte sur eux, mais ils ne sont pas plus disponibles. Ce n'est pas pour vous répéter des choses qu'on vous a déjà dit 3 fois. C'est-à-dire qu'à un moment, dans les priorités, lui, je lui ai déjà répondu à sa question, je ne m'embête pas. Lui, ça l'année dernière, j'en ai déjà parlé, il n'a rien changé, je ne m'embête pas. C'est-à-dire qu'on donne de l'énergie là où on peut en donner. Nous considérons que ce choix impose à la famille et aux jeunes, d'accord, sur des critères bien particuliers, avec un rôle d'accompagnement et de pratique. Voilà. J'ai fini avec toute la partie PowerPoint. Alors, ça, il faut que je le ferme. Voilà. Je suis en train de lire en même temps ce que vous m'avez écrit parce que je ne l'avais pas. J'ai tenté. Là, comme tous les micros, justement, sont coupés, est-ce que de votre côté, vous avez tout en bas, là, dans l'onglet, vous avez la possibilité de converser. C'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer une petite question ou si je vous vois que vous me faites un coucou, je peux même vous donner la parole et vous libérer le micro. Et puis, si vous n'avez pas de questions plus générales, il n'y a pas de souci pour moi. En gros, vous pouvez quitter la réunion. Vous pourrez revenir donc, vers les différents cadres pour pouvoir avoir des informations. Ce que j'ai projeté là, je vous l'envoie. Je vous l'ai dit. La conférence, normalement, si tout s'est bien passé, est filmée. Donc, elle sera à disposition pour que vous puissiez à nouveau l'écouter, la réentendre et pouvoir vous en réimprégner.
Voilà un peu pour moi dans les informations que je voulais vous faire passer. Je n'ai pas de petit message conversation. Je suppose que tout va bien. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose c'est de quitter un par un la converse. Voilà, si j'ai un merci, c'est sympa. C'est sympa. Je vous propose de quitter un par un le truc. N'hésitez pas, encore une fois, après, à laisser digérer un peu tout ça et puis à revenir vers nous. Bon courage pour la suite. Bon courage pour la suite des informations. Alors, il y a des blagologues qui sont en ligne aussi, donc bravo. Je vous envoie tout ça. Les centres de formation, vous serez vous aussi en copie et du replay et des différentes informations. Vous, de votre côté, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, à revenir vers nous aussi pour que voilà, les contacts ils puissent. Là, on est dans une période où il faut y aller, il faut échanger, il faut partir. Et merci de votre présence en tout cas et d'avoir pris votre matinée pour nous. Merci. Au revoir à tous.